Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous déployer des concepts clés pour concevoir des systèmes logiciels solides et fiables, des notions que tout développeur devrait absolument maîtriser. Aujourd'hui, on démarre fort. On va voir ces concepts et bien sûr, les prochains arriveront dans les vidéos suivantes, alors restez connectés. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et si vous aimez ce genre de contenu, laissez un like pour me le faire savoir. Commençons par les API. Considérez une API comme un intermédiaire qui permet aux clients comme les applications web et mobiles de communiquer avec des serveurs sans se soucier des détails de bas niveau. Presque tous les services numériques que vous utilisez, les médias sociaux, les commerces électroniques, les services bancaires en ligne, les applications de covoiturage, reposent sur les API fonctionnant ensemble en coulisses. Voici comment cela fonctionne généralement. Un client envoie une requête HTTP via une API. L'API hébergée sur un serveur traite la requête, interagit avec la base de données ou d'autres services et prépare la réponse. Voici comment cela fonctionne généralement. Un client envoie une requête à une API. L'API hébergée sur un serveur traite la requête, interagit avec la base de données ou d'autres services et prépare la réponse. L'API renvoie la réponse dans un format structuré, généralement JSON ou XML, que le client comprend et peut afficher. Les API fournissent une couche d'abstraction. Le client n'a pas besoin de savoir comment le serveur traite la demande. Cependant, toutes les API ne sont pas conçues de la même manière. Différents styles d'API existent pour répondre à des besoins différents. Les deux plus populaires sont les API REST et les GraphQL. Commençons par les API REST. Parmi les différents styles d'API, les REST pour Representational State Transfer est le plus utilisé. Une API REST suit un ensemble de règles qui définissent la manière dont les clients et les serveurs communiquent via HTTP de manière structurée. Les API REST sont sans état, c'est-à-dire que chaque demande est indépendante et le serveur ne stocke pas l'état du client. Tout est traité comme une ressource dans les API REST. Également, les API REST utilisent les méthodes HTTP standard. Les clients interagissent avec les ressources à l'aide de méthodes HTTP telles que la méthode GET permettant de récupérer les données telles que le profil des utilisateurs. La méthode POST permettant la création de nouvelles données, par exemple l'ajout d'un nouvel utilisateur. Nous avons également les méthodes PUT et PATCH qui permettent de mettre à jour les données existantes. Et on a enfin la méthode delete qui permet de supprimer les données. Les API REST sont excellentes car elles sont simples à implémenter, évolutives et faciles à mettre en cache, mais elles présentent des limites, en particulier lorsqu'il s'agit de récupérer des données complexes. Voyons maintenant les API GraphQL. Contrairement à REST, qui oblige les clients à récupérer des ensembles de données fixes, GraphQL permet aux clients de demander exactement ce dont ils ont besoin, rien de plus, rien de moins. Avec une API REST, si vous avez besoin des détails d'un utilisateur, les détails du profil de l'utilisateur ainsi que ses publications récentes, vous devrez peut-être effectuer plusieurs requêtes différentes vers différents endpoints. Par exemple, on peut avoir un endpoint pour récupérer les détails de l'utilisateur, un autre pour récupérer ses données de profil et un troisième pour récupérer toutes les publications faites par cet utilisateur. Mais avec GraphQL, on peut combiner toutes ces requêtes en une seule et récupérer exactement les données dont vous avez besoin dans une seule requête. Le serveur répond uniquement avec les champs demandés, réduisant ainsi les transferts de données inutiles et améliorant l'efficacité et la performance. Cependant, GraphQL présente également des compromis. Il nécessite davantage de traitement côté serveur et n'est pas aussi facile à mettre en cache que REST. Parlons maintenant des bases de données. Si notre application traite de petites quantités de données, nous pourrions les stocker en mémoire. Mais les applications modernes gèrent des volumes de données massifs, bien plus que la mémoire peut gérer efficacement.
C'est pourquoi nous avons besoin d'un serveur dédié au stockage et à la gestion des données, une base de données. Une base de données est l'épine dorsale de toute application. Elle garantit le stockage, la récupération et la gestion efficace des données, tout en garantissant leur sécurité, leur cohérence et leur durabilité. Lorsqu'un client demande de stocker ou de récupérer des données, le serveur communique avec la base de données, récupère les informations requises et les renvoie au client. Mais toutes les bases de données ne se valent pas. Chaque application a des exigences différentes en matière d'évolutivité, de performance et de cohérence. Il est donc crucial de choisir le bon type de base de données. Les bases de données SQL stockent des données dans des tables avec des schémas prédéfinis stricts et suivant les propriétés ACID pour acide. A signifie atomicité. Une transaction est du type tout ou rien. Elle se termine complètement ou pas du tout. C pour cohérence. Les données restent toujours valides et suivent des règles définies. I pour isolation. Les transactions n'interfèrent pas les unes avec les autres. D pour durabilité. Une fois les données enregistrées, elles ne seront pas perdues même si le système tombe en panne. Grâce à ces garanties, les bases de données SQL sont idéales pour les applications qui nécessitent une forte cohérence et les relations structurées comme les systèmes bancaires. Un exemple de base de données est par exemple MySQL ou bien PostgreSQL qui sont très populaires. Passons maintenant aux bases de données non relationnelles ou bien NoSQL. Quant à elles, elles sont conçues pour une évolutivité et des performances élevées. Ils ne nécessitent pas un schéma fixe et utilisent différents modèles de données, notamment le stockage clé-valeur qui permet les recherches rapides pour des paires clé-valeur simples. Ils permettent également le stockage des documents. Nous avons par exemple des bases de données MongoDB qui permettent de stocker des documents avec des formats flexibles de type JSON. On a également des bases de données de type colonne. On a un exemple très populaire qui est Cassandra. Alors, la question qu'on se pose c'est lequel choisir? Cela dépend de la configuration requise. Si vous avez besoin de données structurées et relationnelles avec une forte cohérence, SQL est un meilleur choix. Mais si vous avez besoin d'une évolutivité élevée, des schémas flexibles ou de lecture-écriture rapide à grande échelle, NoSQL est le meilleur choix. De nombreuses applications modernes utilisent à la fois SQL et NoSQL. Par exemple, une plateforme de commerce, de e-commerce peut stocker les commandes des clients dans des bases de données SQL car elles nécessitent une cohérence stricte et stocker les recommandations de produits dans des bases de données non relationnelles car elles nécessitent des recherches flexibles et rapides. Passons maintenant à l'évolutivité côté performance des applications. Commençons donc par le scaling vertical. À mesure que notre base d'utilisateurs augmente, le nombre de requêtes atteignant les serveurs d'application augmente également. Au début, un seul serveur peut suffire à gérer la charge, mais à mesure que le trafic augmente, ce serveur peut devenir un goulot d'étranglement ralentissant tout processus. Une des solutions les plus rapides consiste à mettre à niveau le serveur existant, ajoutant plus de CPU, de RAM ou de stockage. Cette approche est appelée mise en échelle verticale ou bien scaling up en anglais. Elle consiste à rendre une seule machine plus puissante. Mais cette approche présente quelques limitations majeures. On ne peut pas mettre à niveau un serveur infiniment. Chaque machine a une capacité maximale. Parlons du coût, les serveurs puissants deviennent exponentiellement plus chers. Un autre aspect important à noter est qu'on a un point d'échec unique. Par exemple, si ce serveur tombe en panne, l'ensemble du système tombe également en panne. Ainsi, même si la mise en échelle verticale est une solution rapide, elle ne constitue pas une solution à long terme pour gérer un trafic élevé et garantir la fiabilité du système. Examinons maintenant une meilleure approche, celle qui rend notre système plus évolutif et tolérant aux pannes. Ce système est appelé scaling horizontal.
Au lieu de mettre à niveau un seul serveur, que se passerait-il si nous ajoutons davantage de serveurs pour partager la charge? Cette approche est appelée mise à l'échelle horizontale ou scaling out. Nous répartissons la charge de travail sur plusieurs machines. Cette approche est meilleure car plus de serveurs est égal à plus de capacité, implique que le système peut gérer plus efficacement la montée en charge ou l'augmentation du trafic. Également, nous n'avons pas de point de défaillance unique. Si un serveur tombe en panne, d'autres peuvent prendre le relais, améliorant ainsi la fiabilité. Mais la mise à l'échelle horizontale introduit un nouveau défi. Comment les clients savent-ils à quel serveur se connecter? C'est là qu'un équilibreur de charge ou bien load balancer en anglais entre en jeu. Nous verrons C'est là qu'un équilibreur de charge ou bien load balancer en anglais entre en jeu. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Voilà, vous connaissez maintenant 5 concepts clés pour créer des systèmes robustes. Mettez-les en pratique et vous verrez la différence. On se retrouve très bientôt pour la suite et croyez-moi, ça va être encore plus intéressant. Ciao.